C'est un véritable vertige, une sensation de chute libre quand on réalise qu'on a vécu depuis le premier jour dans une illusion totale. Que ce soit en livre audio ou avec une édition papier écornée, l'expérience de ce texte est un choc absolu. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est une exploration intense d'une lutte psychologique et humaine fondamentale, la bataille pour exister par soi-même face au conditionnement de la société. Le mot qui s'impose, c'est électrique. Le personnage central, c'est la femme. Non pas un être de chair, mais une invention, un mythe façonné de toutes pièces au fil des millénaires. On est instantanément projeté dans une chambre d'enfant, à l'instant précis où une conscience innocente est subtilement formatée pour accepter une vie de subordination. C'est l'histoire d'une moitié de l'humanité, née totalement libre, mais méticuleusement éduquée pour chérir ses propres chaînes. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? C'est fou. Et les enjeux sont colossaux. Si cette mécanique de contrôle n'est pas démontée, c'est l'essence même de la liberté humaine qui est perdue, condamnant des milliards de personnes à n'être que les figurants de leur propre vie. Exactement. Et ce qui frappe d'emblée, quand on se plonge là-dedans, c'est la destruction méticuleuse de ce qu'on pourrait appeler le grand mensonge, l'illusion de la nature. La fameuse fatalité biologique. Voilà, on a passé notre vie à entendre que la biologie ou même la psychanalyse justifiait cet ordre des choses. L'idée que c'est naturellement comme ça. Mais la révélation foudroyante, c'est que ce ne sont que des alibis. Ce ne sont absolument pas des fatalités. Ce sont des outils de contrôle purement et simplement. Des outils de contrôle. D'ailleurs, la façon dont l'argument psychanalytique est balayé est juste fascinante. On pense tout de suite à Freud ou Adler. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La psychanalyse a un poids énorme. Freud affirmait par exemple que les femmes souffraient d'une envie du pénis, en les décrivant presque comme des hommes mutilés. Ce qui expliquerait un sentiment d'infériorité inné, en fait. C'est ça. Adler, de son côté, parlait d'un complexe d'infériorité psychologique naturel. Et le coup de génie ici, c'est de renverser complètement cette perspective. L'analyse démontre que si une petite fille envie le garçon, ce n'est absolument pas pour une question d'anatomie. Bah non, c'est évident. Ce qu'elle envie, c'est le privilège social gigantesque que cette anatomie représente. Elle envie le fait que le garçon a le droit de grimper aux arbres, de prendre de la place, de ne pas débarrasser la table. C'est tellement logique quand on y pense. Au lieu d'avoir un problème dans la tête, un soi-disant complexe, le problème est dans la structure sociale. C'est comme si on brisait les jambes de quelqu'un et ensuite on pointait du doigt le fait qu'il ne court pas très vite pour prouver son infériorité naturelle. C'est l'analogie parfaite. Et c'est la même chose avec l'histoire avec un grand H. Oui, les hommes ont écrit les lois, mené les guerres, monopolisé l'art, pour ensuite dire « Regardez, il n'y a pas de femme génie. C'est bien la preuve de notre supériorité. » Cette circularité du raisonnement, c'est le cœur du piège. Et pour maintenir ce pouvoir absolu, le monde masculin a mis en place un tour de passe-passe idéologique brillant. Il s'est défini comme le défaut, la norme universelle. Le standard absolu. Exactement. En philosophie existentialiste, on appelle ça le concept du sujet, de l'absolu ou encore de la transcendance. Transcendance. Alors voilà un de ces grands mots philosophiques qui font parfois un peu peur. Concrètement, au quotidien, ça se traduit comment, cette idée de transcendance? Disons que c'est le privilège de l'action sur le monde. C'est l'invention créatrice, le dépassement de soi. Construire un pont, écrire un manifeste, partir explorer un nouveau continent. C'est marquer le monde de son empreinte et se projeter dans l'avenir. Le monde est pensé au masculin, donc le masculin est la référence neutre. L'humanité est mâle. D'accord, l'homme est le standard. Et face à cela, la femme ne se définit jamais par elle-même. Elle devient l'autre, un concept défini uniquement par la négative par rapport à l'homme. Et si l'homme a la transcendance, l'autre est relégué à ce qu'on appelle l'immanence. Pareil, il faut qu'on traduise ça en langage de tous les jours. L'immanence, c'est laver les pinceaux tous les jours pendant que l'autre peint la toile, non? C'est une excellente façon de le visualiser. L'immanence, c'est la répétition infinie qui ne laisse aucune trace. C'est l'enlisement dans le présent pur. Les tâches domestiques qu'on recommence chaque matin, balayer une poussière qui reviendra le lendemain, préparer un repas qui sera consommé dans l'heure. Le travail invisible. Totalement. C'est aussi la fonction reproductive, perçue comme un maintien de l'espèce plutôt qu'une création individuelle. L'individu est absorbé par le simple maintien de la vie, privé de tout projet d'envergure. Le plus fou, c'est que cette oppression n'est pas maintenue par des chaînes physiques ou une violence brute permanente. Le verrouillage se fait par la culture. On fabrique des idéaux fantasmés, des mythes inatteignables. L'image de la Vierge Immaculée, de la mère sacrificielle prête à mourir pour sa progéniture, ou le fameux éternel féminin.
Des mythes qui s'excluent mutuellement, en plus. Complètement. C'est un planning logistiquement impossible. On demande d'être à la fois une muse éthérée, pure et silencieuse, et en même temps la cuisinière et la femme de ménage parfaite. C'est absurde. Et cette absurdité est très utile au système. Ce sont des figures de perfection qui n'ont aucune réalité humaine, des concepts vidés de toute singularité. En projetant cet idéal impossible sur des êtres humains vivants, la déception est mathématiquement inévitable et éternelle. La réalité ne pourra jamais égaler le mythe. Ce qui fait que chaque individu réel est perpétuellement perçu comme un fardeau, une imperfection, une version ratée du mythe. On piège une moitié de l'humanité dans une course qu'elle ne peut physiquement pas gagner. Et ça nous amène directement à la mécanique interne de ce piège. Comment ce grand mensonge théorique se transforme en une réalité vécue de la naissance à la mort. C'est tout l'enjeu du parcours de vie abordé dans l'œuvre. Le processus de formatage commence littéralement dans le berceau. C'est là qu'éclate cette phrase fulgurante, inoubliable, « On ne naît pas femme, on le devient ». On l'a tous entendu, mais la lire dans son contexte, c'est assister à l'ouverture d'un véritable thriller psychologique. C'est pas juste une formule choc pour les plateaux télé, c'est l'annonce d'une dissection étape par étape. Comment le piège se referme sur une conscience innocente. Si on regarde la toute petite enfance, très vite, la séparation des rôles s'opère. On encourage le petit garçon à affirmer sa transcendance. On lui dit « tu es un petit homme, sois fort ». S'il court, s'il tombe, s'il se blesse en grimpant à un arbre, c'est presque valorisé. Le métier qui rentre. C'est le métier d'homme, oui. On l'encourage à conquérir l'espace, à exister par lui-même, à manipuler des outils. Alors que pour la petite fille, c'est une toute autre partition qu'on joue. On restreint physiquement ses mouvements. On lui met des vêtements fragiles, on lui dit de rester sage, de ne pas se salir. On l'oriente doucement mais sûrement vers la coquetterie, vers l'attente silencieuse. Vers la passivité. Exactement. On lui offre des versions miniatures d'outils de nettoyage pour s'amuser. On fabrique sa passivité de manière quasi chirurgicale. On l'éduque à devenir un objet regardé et non un sujet qui regarde. Ce dressage silencieux prépare le terrain pour la rupture la plus violente du parcours. C'est la puberté. Ce n'est pas raconté seulement comme un changement hormonal, c'est décrit comme un véritable séisme social. Un choc total, oui. L'intensité viscérale de ce passage prend vraiment à la gorge quand on le lit. Soudain, il y a la honte d'un corps qui se transforme, qui s'arrondit, qui saigne de manière incontrôlable, et qui est brusquement perçu par les autres, y compris par le cercle familial ou les oncles bienveillants, comme un objet de convoitise, d'évaluation, de jugement sur la place publique. Le regard du monde change du jour au lendemain, et cette métamorphose physique coïncide avec une prise de conscience existentielle terrifiante. C'est le moment précis où le voile de l'enfance se déchire. L'individu réalise brutalement que ce sont les hommes qui dirigent le monde, que les postes de pouvoir, les décisions, la souveraineté leur appartiennent. L'adolescente comprend qu'elle est destinée à s'insérer dans un monde qui ne lui appartient pas, avec des règles qu'elle n'a pas écrites. Et pour réussir dans ce monde, on lui vend la grande illusion de l'âge adulte, le conte de fées romantique. Ah, l'idée que le mariage est l'accomplissement ultime, la fusion magique par l'amour, le fameux « ils vécurent heureux ». Mais l'analyse qui en est faite pulvérise complètement ce mythe de la princesse Disney. Le mariage n'est pas décrit comme une union romantique, mais comme une institution économique profondément pervertie. Le terme de servitude domestique aliénante est utilisé. Et à juste titre, dans le contexte de l'époque où la femme n'avait même pas d'autonomie financière ou juridique complète. Le mariage fixe des rôles archaïques de manière institutionnelle. La femme échange son autonomie contre une prétendue protection. Il y a cette expression utilisée pour décrire cette existence confinée qui est glaçante, c'est repousser la mort tout en refusant la vie. C'est une image incroyablement puissante. Maintenir un foyer propre, ce n'est pas vivre de grandes aventures, c'est juste empêcher la saleté de vaincre. C'est repousser la dégradation sans rien créer de nouveau. Et j'imagine que la maternité, qui vient souvent couronner ce mariage, suit exactement la même logique implacable. Absolument. Le voile sacré posé sur l'instinct maternel est brutalement arraché. La maternité n'est pas présentée comme une loi universelle magique inscrite dans les cellules féminines, un instinct qui s'activerait automatiquement. C'est vu comme une fonction utilitaire. C'est décortiqué comme un rôle socialement imposé, oui. Érigé en but ultime pour mieux sceller l'enfermement de l'individu au foyer. L'enfant, bien souvent, devient l'alibi parfait de la stagnation.
On sacrifie son propre destin au nom du destin d'un autre être humain. Face à cette machinerie étouffante qui semble ne laisser aucune échappatoire, on se demande vraiment comment réagir. Et c'est là que l'exploration du choix de l'homosexualité féminine prend une dimension fascinante dans le récit. Ce n'est pas du tout abordé comme on l'entendait en général à l'époque. Pas du tout. Contrairement aux psychanalystes de la première moitié du XXe siècle, qui essayaient de pathologiser l'homosexualité ou d'y voir une anomalie de développement, l'analyse ici est purement existentielle et politique. C'est vu comme une forme de rébellion consciente face au contrat patriarcal. Une tentative d'évasion pure et simple de cette prison du mariage hétéronormatif qu'on vient de décrire. C'est une quête d'authenticité. En s'écartant du cadre où un sexe est systématiquement le sujet et l'autre l'objet, il s'agit de chercher une véritable réciprocité, une relation en miroir entre deux sujets. L'objectif étant de trouver une union où personne n'est condamné par définition, par sa simple nature biologique, à être l'inférieur de l'autre. À être relégué à l'immanence, exactement. Quand on saisit la puissance subversive de ces idées, cette dissection chirurgicale au scalpel de l'ordre établi, de la famille, du mariage, de la maternité, on comprend immédiatement pourquoi la parution de ce récit en 1949 a été l'équivalent d'une bombe nucléaire culturelle. La fureur générale a été instantanée. J'imagine les terrasses de café parisiens, ça devait être de véritables champs de bataille. Oh, le scandale a largement dépassé les cercles intellectuels parisiens. Il a eu un retentissement mondial. L'indignation crépitait de toutes parts. C'est peu de le dire. On a une véritable coalition des indignés. Le Vatican, horrifié par le propos, place immédiatement l'œuvre sur la liste des livres interdits, le fameux index. Et ce n'est pas seulement la religion. Albert Camus, pourtant figure immense de la révolte et de la liberté, fait une véritable crise d'ego. Il l'a pris de façon très personnelle. Complètement. Il s'indigne, considérant que c'est une insulte inacceptable à la masculinité française. C'est un feu croisé hallucinant. Les conservateurs hurlent à la décadence absolue, qualifiant le texte de pornographie nauséabonde. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, les communistes crient au scandale face à ce qu'ils qualifient de distraction bourgeoise par rapport à la vraie lutte des classes. Cette convergence des colères, de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le clergé, s'explique très rationnellement. Le texte expose de façon crue et sans aucune concession des sujets qui devaient rester invisibles. La sexualité féminine vécue de l'intérieur, les détails physiologiques du corps, la réalité terrifiante des avortements clandestins, la revendication d'une contraception légale. C'était une lumière crue, aveuglante, braquée sur les secrets les mieux gardés de la domination masculine. On lève le tapis et on montre toute la poussière qu'on a cachée pendant des siècles. Mais au-delà de ce tumulte extérieur, l'analyse soulève une question interne extrêmement troublante. Et c'est sans doute le point le plus douloureux à avaler, même aujourd'hui. La question de la complicité, le fait que parfois l'opprimé devient librement esclave, ça c'est l'aspect qui dérange profondément. Accepter l'idée qu'on participe, même passivement, à l'entretien de sa propre prison. Il faut comprendre la mécanique psychologique derrière cette soumission. S'extraire de l'immanence, lutter chaque jour contre des millénaires de conditionnement, revendiquer sa liberté et assumer les conséquences de ses propres actes, cela demande un effort surhumain. C'est une tension intellectuelle et existentielle constante. L'angoisse de la liberté, l'angoisse de devoir se définir soi-même sans aucun guide, est terrifiante. C'est le syndrome de la cage dorée. On se laisse bercer par la tiédeur des barreaux parce que le monde extérieur, avec ses vents glaciaux et ses responsabilités écrasantes, fait peur. C'est infantilisant, mais c'est confortable. Si quelqu'un d'autre prend toutes les décisions, tu n'es jamais responsable des échecs. Ce renoncement offre l'illusion d'une protection. Et pour survivre psychologiquement dans cette cage, pour compenser la profonde frustration d'une existence atrophiée et étouffée, l'être humain crée des refuges, des mécanismes de compensation. Comme la religion. La ferveur religieuse démesurée, oui, avec ses promesses de gloire spirituelle dans un autre monde, compensant l'insignifiance de la vie actuelle. Les superstitions, le mysticisme. Ce sont des miroirs déformants utilisés pour donner une illusion de grandeur et de mystère à une vie confinée entre quatre murs. Nous voici donc amenés au bord du précipice. Le récit a tout détricoté, de la petite enfance jusqu'à la mort, en passant par la religion, l'histoire et la science. La prison est désormais démasquée. Les barreaux sont visibles par tous, brillant sous la lumière impitoyable de la raison. Les clés de la liberté sont posées sur la table. L'indépendance financière absolue,
l'accès au travail et la réappropriation inconditionnelle de son propre corps. Le constat est implacable. L'outil de libération est identifié, la porte de la cellule est déverrouillée. Mais une question immense, presque vertigineuse, reste en suspens face à ce seuil ouvert. Comment le franchir collectivement? Si on détruit le mythe, si on abolit les rôles archaïques, que reste-t-il de la réalité relationnelle? Les hommes et les femmes peuvent-ils un jour réellement se regarder dans les yeux en tant qu'égaux absolus, sans aucune hiérarchie préétablie? Peuvent-ils affirmer une véritable fraternité sans détruire complètement le monde tel qu'on le connaît et tel qu'il a été structuré depuis la nuit des temps? C'est le saut dans le vide ultime. Conclure ce voyage incroyable, c'est réaliser que pour découvrir le plan de bataille exact, pour comprendre l'issue de cette guerre intime qui se joue dans chaque foyer et tracer la voie vers cette liberté suprême, s'aventurer soi-même dans la lecture de ce chef-d'œuvre est une nécessité vitale. L'expérience de ce livre transforme le regard pour toujours. On ne voit plus jamais les interactions humaines de la même manière. C'est une réflexion qui s'infiltre dans le cerveau et qui résonne longtemps après la dernière phrase, surtout en nous poussant à une introspection assez radicale sur notre propre libre arbitre. Oui, cette fameuse interrogation vertigineuse avec laquelle on repart, si notre identité entière, si nos gestes les plus spontanés, nos choix professionnels et nos croyances les plus profondes sont le fruit d'un façonnage social invisible commencé dès notre premier jour, quelle part de nos désirs les plus intimes et secrets nous appartiennent réellement et lesquels ont été silencieusement programmés par d'autres forces? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.